Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. J'ai une petite confidence à faire, les gars. Ça aurait été l'occasion parfaite pour un deuxième épisode de suite de pouvoir commencer avec les Steelers de Pittsburgh. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Je suis un petit peu déçu parce que, en fait, vous savez quoi? C'est un mal pour un bien. On ne peut pas en parler sur le podcast, mais ça veut dire qu'ils ont littéralement le prime time, le dernier match de cette fin de semaine des Wild Cards le lundi soir, tout seul à jouer en ce lundi. C'est-tu pas magnifique? Ça pourrait être pire. Tu pourrais avoir Kirk Cousins comme QB, par exemple. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être Justin... malgré que le chemin de Justin Herbert en séries éliminatoires est le même que bien des membres des Steelers ayant joué pour l'équipe dans les 10 dernières années. C'est dommage. Mais au moins, je me dis, il y a peut-être combien de joueurs des Steelers qui auraient survécu derrière cette ligne offensive des Chargers? Eh, mon Dieu. Est-ce que Aaron Rodgers, âgé de 42 ans, aurait fini ce match-là? Non. Et voilà. Non. Et voilà. Donc, la triple menace, édition du 12 janvier 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. 2025? Bro! 2026. Oh. Non. Ouais, mais tu sais, t'es pareil comme... Tu sais, à l'école primaire, la dernière place où tu as besoin... parfois aussi au secondaire, là. Quoique... Non, quoique certaines... comme adulte, je pense que je le fais encore. Quoique certaines écoles secondaires sont sur des iPads, les quelques premières semaines, quand tu reviens des vacances de Noël, tu écris la date sur le haut de ta feuille, puis là, Chris. Sauf que Pop, toi, tu écrivais genre 2003. Oui. Puis j'avais tout le bord de la main taché parce que je suis gaucher. Ouh, tu commences avec une prise, mon homme. Ouais, non. Puis ça, c'est juste la seule prise que tu connais. Là. J'en ai une autre liste que je peux te faire là, en ce moment. All right, mesdames et messieurs, comme à l'habitude, avec Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et moi-même, Emilio Constanza. Les gars, mis à part, je suis désolé pour je sais pas si je devrais être désolé pour les fans des Patriots, pour les fans des Chargers. Mis à part ce dernier match, on n'a-tu pas été assez choyé pour ces premiers matchs éliminatoires-là au football de la NFL? Incroyable. Puis Incroyable. Man. Sérieux, on devrait changer le nom. On devrait changer le nom de la ligue pour la National Cinema League après cette semaine. C'est malade. On a eu 4 matchs incroyables. Puis, je veux dire, même le dernier, ça s'est quand même joué. Bon, c'était pas mal fini quand il restait 2 minutes. Là, mais tu sais, les Chargers étaient encore relativement dans le match quand il restait 2 minutes à faire. Tu sais, on n'a pas eu un blowout comme on a depuis quelques années. Tu sais, il y a tout le temps un ou deux matchs et tu te dis, bon, c'était vraiment un sacré blowout. L'année passée, justement, c'était les Chargers qui en avaient été victimes. Mais à date, on a des super bons matchs. Puis je suis tombé sur une stat aujourd'hui. Après le match des 49ers contre les Eagles, on avait eu 12 changements de meneurs au 4e quart depuis le début des séries. Et ça, c'est pas un record pour une seule semaine de série. C'est un record pour toute une run de série dans l'histoire de la NFL. Il n'y a jamais eu autant de changements d'avance au 4e quart. Et on a fait ça en 4 matchs. Il en reste encore avec celui de demain, puis les 1, 2, 3, 4. Il en reste 8 autres après aujourd'hui. On a encore 8 autres matchs parce qu'on pourrait avoir des changements pour... Ces séries-là sont folles jusqu'à maintenant. On a vraiment commencé sans force avec 4 bons matchs, même 5. Ça n'a pas été un vilain match. En plus, soit rempli par les Chargers. Puis je pense que juste le fait d'avoir commencé avec les Rams puis les Panthers, que ça s'est décidé par 3-4 points, ça donnait... Ça donnait le lead de ce que pourrait être la journée de dimanche et le reste de cette ronde wildcard-là. Et ça a répondu aux attentes. C'est
incroyable. Puis c'est un peu le thème de cette saison-là. On se rappelle, en saison régulière, c'était quoi qu'on passait beaucoup de la saison 2025? Any given Sunday. Any given Sunday full-time. La pire équipe peut sortir une performance extraordinaire puis battre la meilleure équipe de la NFL n'importe quand. Puis on l'a encore vu en séries éliminatoires. C'est incroyable. Incroyable. Et ça, mesdames et messieurs, on appelle ça de la parité. Souvent, certaines ligues vont pas vous l'avouer, mais c'est bon pour la ligue. C'est bon pour la ligue d'avoir de la parité à tous les marchés. On voyait ça d'ailleurs là, aux dernières finales de la NBA. Pop qui avait mentionné comme quoi les bureaux de la NBA étaient fâchés de voir qu'une équipe de l'Oklahoma puis une équipe de l'Indiana se sont disputées l'une des finales les plus excitantes des années récentes. Ben là, on voit ça. Au football, les gars... Il y a des réseaux de télévision aussi qui se devaient dire ça. Ah oui, absolument. Absolument. Les gars, le match de tous les matchs qu'on a eu de cette fin de semaine, ma foi, si cinématique, a quand même c'est donné samedi soir. Un match interdivision. Ou intra-division, devrais-je dire. Entre les Bears de Chicago et les Packers de Green Bay au Soldier Field. Parlez-moi d'un setting meilleur. Il n'y a rien qui est plus magique que ça. Les gars, la semaine dernière, quand on s'est parlé sur ce podcast, on s'était posé la question, bon, combien de points donneriez-vous comme avance aux Packers avant de dire c'est correct? Vous savez quoi? J'étais raisonnable. Mon mea culpa. J'avais dit, 13 points? Oh, vous aviez dit de quoi comme 18, 21, 24 points. Je me suis mis à rire un petit peu dans votre face. Mais c'est resté avec moi toute la semaine. Alors que j'étais étendu sur mon sofa à regarder le match. Tu sais quoi? On va voir jusqu'au 4e quart où est-ce que ça s'en va, cette petite game-là. Mais quand même, Félix, Pop, les Packers étaient arrivés le couteau d'un dent et ont amassé quand même une avance de 18 points. C'est fou, man. Sérieux, j'ai regardé tout ce match-là, puis j'ai encore de la difficulté à comprendre ce qui s'est passé. Les Bears font le coup depuis le début de la saison. C'est l'impression que chaque match des Bears est exactement la même chose. Tu regardes la première demi, tu te dis, cette équipe-là a oublié comment jouer au football. Troisième quart, tu revois un petit peu, il y a comme un ou deux gros jeux, tu es comme, OK. Puis là, quatrième quart, il se met à devenir la meilleure équipe que tu n'as jamais vu jouer de toute ta vie. Tu sais, tu regardes le 4e quart de ce match-là, c'est 25-6 pour les Bears de différentiel de points. 25-6. C'est incroyable. Puis Caleb Williams a activé un mode incroyable. C'est incroyable le 4e quart. J'ai l'impression de juste répéter incroyable depuis le début, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment un match qui était pas croyable. Tu sais, c'est drôle parce que la semaine passée, je disais comme quoi j'avais peur pour l'emploi de Matt Lafleur. Et une semaine plus tard, j'ai comme vraiment de plus en plus l'impression que Matt Lafleur, son emploi est en jeu en ce moment. Écoute, les Bears ont longtemps trouvé des manières de perdre, surtout contre les Packers. Et là, avec Ben Johnson, on trouve des manières de gagner. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est encore ça. Ce match-là est la définition de la saison des Bears. Puis après une demi, tu te dis, c'est plate, ça a été tellement une saison prometteuse, puis on va finir ça tellement tout croche chez nous. On est les bons vieux Bears, on perd encore contre les Packers, un match important. Mais tu sais quoi, en deuxième demi, ces Bears-là qu'on a vu toute l'année, les Bears qui n'abandonnent pas, on les a vus se présenter, on les a vus croire encore à leur chance, puis c'est vraiment, vraiment incroyable cette performance des Bears-là. Ben Johnson qui disait après le match des siens hier, ça m'a beaucoup marqué. Chez les Bears, on a Joe Thuney et on a Grady Jarrett, deux gars qui avaient été impliqués dans la remontée de 28-3 des Patriots au Super Bowl contre les Falcons. Et Thuney était pour les Pats et Jarrett était pour les Falcons. Et avant le début de la saison, Ben Johnson a demandé à ces deux gars-là de parler au reste de l'équipe de cette remontée-là, de leur perspective, pour savoir comment ils ont vécu ça. Et le point sur lequel Ben Johnson a mis l'accent, c'est je m'en fous du score à la demi. Moi, le score qui m'importe, c'est le score à la fin. Puis je veux jamais qu'on abandonne un match, peu importe à quoi le pointage ressemble. Puis cette anecdote-là, c'est fou, mais quand tu comprends cette anecdote-là, tu comprends toute la saison des Bears, soudainement. Tu comprends absolument tout ce que les Bears font depuis le début de l'année. Tu sais,
c'est tellement impressionnant ce revirement de situation-là de la part de Ben Johnson. Je pense qu'il faut saluer cet effort des Bears-là. Chapeau vraiment aux Bears pour cette victoire-là. Vous méritez toutes les fleurs qu'on va vous lancer pour cette performance-là. Les boys, je sais pas vous autres, là, mais on parlait de quelque chose primaire, qu'est-ce qu'on faisait au primaire puis au secondaire. Vous autres, là, les exposés oraux, c'était. Aimiez-vous ça, vous autres, à l'école? Vous étiez comme moi, puis vous étiez genre, mais c'est pas mon fort, ça, dans la vie. Je pense que je surprendrai personne pour dire que c'était là que j'allais chercher mes résultats. OK. Fait que toi, t'étais un peu plus à l'aise, OK? Fait que imagine, dans le vestiaire des Bears, t'as Grady Jarrett qui se fait demander par son coach, « Hey, peux-tu nous faire un exposé oral sur la pire journée de ta vie? » C'est littéralement ça. Au moins professionnellement, personnellement, je ne sais pas. Il a peut-être vécu des affaires personnelles que je ne suis pas au courant. Mais j'imagine juste se faire demander ça. Je suis comme, est-ce que tu demandes vraiment de raconter la pire journée de ma job à vie et probablement le plus gros choke de l'histoire de la NFL? OK, fine, si tu veux de ce côté-là. Mais sais-tu, Félix, Matt Lafleur, inquiet. Comment je peux Attends un peu. Ça? Oui. Inquiet s'il veut rester chez les Packers. Mais je vous l'annonce ici en primeur. Matt Lafleur sera le prochain entraîneur des Ravens de Baltimore. OK. Ben, d'abord, c'est drôle parce que moi j'allais dire John Harbaugh va le remplacer avec les Packers. Fait un switch de même. Ah ouais. Un switch de même, ça m'intéresse. Ça m'intéresse un switch de même. Écoute. Honnêtement, je crois plus aux chances de Harbaugh à Green Bay que de Lafleur à Baltimore, mais l'idée d'un switch, ça me fait beaucoup rire. J'aime toute cette idée-là, mais je suis un peu trop vendu Kevin Stefanski avec les Ravens de Baltimore pour embarquer avec les autres. Ceci étant dit, pour moi, il n'y a aucune... Tu sais, oui, Matt Lafleur est encore sous contrat pour 1 an, puis c'est ça qui pourrait le sauver, entre grands guillemets. Mais juste la manière que tu as perdu les 3 matchs contre Chicago, les 2 en saison régulière et celle-là en séries éliminatoires, juste ces 3 défaites-là est un motif complètement justifiable pour congédier un entraîneur. Tu mènes 14-3 à la demi chez toi. Et tu as le ballon pour commencer le deuxième quart. Tu perds ce match-là. Tu gagnes 16-6 à Chicago. Avec 5 minutes à faire au 4e quart, tu as perdu ce match-là. Tu gagnes 21-3 à la demi en séries éliminatoires contre une équipe qui a presque aucune expérience, incluant Ben Johnson comme entraîneur-chef dans la NFL. Et tu perds ce match-là également. Pour moi, Matt Lafleur n'aurait même pas mérité de remonter dans l'avion pour retourner au Wisconsin. C'est that's it, là. Juste préciser, le premier match, il avait gagné. Caleb Williams, c'était un jeu de gagner. Mais le point de marque, on est quand même passé vraiment. On a quand même échappé une avance qu'on avait à la demi. Puis, ça a passé beaucoup plus proche que ça aurait dû être. Les Packers avaient gagné le premier, mais on a quand même perdu les 2 derniers. Moi, je l'ai souvent dit sur ce show-là, j'ai les doutes sur Matt Lafleur en tant qu'entraîneur. Je ne suis pas le plus grand fan et c'est 100% biaisé par le fait que son année de coordinateur offensif avec les Titans, il était épouvantable à regarder. Mais j'ai jamais été un très grand fan. Puis, mine de rien, je veux bien qu'on me vante la jeunesse des Packers et tout, mais puis là, cette année, les excuses de Micah Parsons, Tucker Kraft, ces blessures-là vont peut-être sauver l'emploi de Matt Lafleur au final. Mais ça fait 3 années que cette équipe-là, on attend de prendre le prochain pas vers l'avant. Ça fait 3 années qu'on est la 7e tête de série rendue en série. Je vois pas une progression. J'ai l'impression qu'on stagne. Puis même si Matt Lafleur est probablement un bon entraîneur de manière générale, je me demande si on est peut-être juste dû pour un changement de voie. Ça fait quand même quelques années qu'il est là, Matt Lafleur. C'est sa 7e année qui vient de terminer. Peut-être qu'il a juste amené une nouvelle voie dans l'oreille de Jordan Love pour changer un peu l'ambiance autour de l'équipe. Puis surtout que le coordonnateur défensif de l'équipe, Jeff Hafley, qui est un nom extrêmement populaire pour un possible poste d'entraîneur-chef. Si tu veux pas le perdre, ta défense est tellement un beau succès depuis quelques années.
mettre Jeff Hafley comme entraîneur-chef, ça peut se défendre, surtout si tu sens qu'amener une nouvelle voie pour ton attaque, ça pourrait aider. Je sais pas, c'est quelque chose que je pense des questions qu'on doit se poser à Green Bay et rapidement, parce que le carrousel des entraîneurs va rouler assez rapidement. Puis, Alright, je veux juste terminer là-dessus. Il y a du blâme aussi à envoyer au directeur général Brian Gutekunst. Ça fait combien de X d'années dans l'ère Jordan Love qu'on dit il nous faut un receveur numéro 1 établi. Je comprends, on est allé chercher Matthew Golden, mais Matthew Golden vient d'aller chercher son premier touché en carrière hier soir. Comprends-tu? Ça a fait la vague sur les réseaux sociaux. Et bon, Romeo Doubs qui a connu quand même, là, on va dire, un bon match, puis il a décidé de virer en Devante Adams. Mais clairement, il y a plus qui doit être fait de ce côté-là. Félix, je vais renchérir sur le point Matt Lafleur. À savoir que dans les 4 dernières saisons, Matt Lafleur a une fiche de 38 victoires pour 33 défaites, une égalité, incluant aussi une fiche de 1 et 3, dis-je bien, en séries éliminatoires sous Jordan Love. Le premier match de Jordan Love en éliminatoire, c'était sa seule victoire depuis ses 3 défaites consécutives là, contre les 49ers, les Eagles et le match de samedi contre les Bears. Donc, il faut croire que Matt Lafleur est un marchand d'Aaron Rodgers. Vous l'avez ici. Fait qu'il va aller rejoindre son ami Mike McCarthy dans le Aaron Rodgers, sur l'île d'Aaron Rodgers. Dans le cimetière des anciens coachs d'Aaron Rodgers. Mais bon, ils se sont bien entendus ces deux-là. Mike Tomlin va aller les rejoindre bientôt, d'ailleurs. Oups. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec ça. Alright, donc effectivement, boys, on parle de tout ça, mais il faut quand même lever notre chapeau aux Bears de Chicago. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce que les Bears seront capables de jouer un match sans avoir à tirer de l'arrière par 2 possessions ou plus, rendu au 4e quart? À suivre. À suivre de ce côté-là. All right, boys, deuxième match qu'on a suivi, c'était entre les Bills et les Jaguars. Et bon, j'ai vraiment une chose à dire de ce match-là. Vraiment, là, c'est très, très, très simple ce que j'ai à avoir à vous dire pour ce match-là. Josh Allen. Mais c'est quoi le pire, Mio? C'est quoi le pire? Je regardais ce match-là, puis j'avais pas l'impression que Josh Allen a eu besoin de jouer au super-héros pour gagner. Il a été bon, oui. Il a fait des belles choses, mais il n'a pas été Superman Josh Allen pour aller gagner ça. Combien de carrières dans cette ligue-là gagnent ce match? Contre Jackson... Mais c'est ça mon point, mon point est que Josh Allen n'a pas gagné ça à lui tout seul. Tu sais, comprends-tu? Écoute, oui, d'aller chercher une grosse part, je te l'accorde, mais tu sais, je fais penser à des matchs contre Kansas City où il y avait juste lui qui pouvait gagner ça, puis à l'intérieur même de son équipe. Mais là, j'ai senti que c'était plus un effort collectif. Mais ça, je fais juste peut-être splitter des cheveux là-dessus, mais je vais juste dire trois mots. Joshua Patrick Allen. Ouais, Puis aussi, je pense qu'il faut donner du crédit à la défense. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que, oui, Josh Allen a été bon et tout, puis ça, Mais le gros problème avec les Bills qu'on voyait, c'est cette défense-là. Et de manière générale, on a été capable de se lever pour faire les gros jeux, surtout en fin de match. Parce que on s'est ramassé dans une situation où est-ce que les Bills ont marqué le toucher victorieux. On a quand même laissé une bonne minute de temps au cadran. Les Jaguars avaient des temps d'arrêt. Je veux dire, on était dans une situation quand même assez enviable pour les Jaguars, surtout qu'on a un botteur qui a réussi des bottées de 68, 69 puis 70 verges cette année. Je veux dire, il y avait quand même des raisons d'aimer tes chances de Jacksonville à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'étais de ceux qui trouvaient que c'était absolument ridicule que les Bills marquent aussi rapidement. Mais un genou au sol, tu as encore 3 temps d'arrêt. Coule un 40 secondes, puis après ça, 3 tentatives de faux filet du corps. Là, tu scies les jambes aux Jaguars à ce moment-là. Mais bref, ça a quand même marché au final parce que la défense s'est levée. Puis Félix, je ne sais pas si toi tu l'as remarqué, mais justement sur ce toucher-là, Jacksonville n'a pas eu de l'air à avoir trop forcé pour empêcher les Bills de rentrer dans la zone des buts. Hein. Je trouvais que ça avait l'air facile. Ça donne une minute complète.
Ça te donne une minute complète pour essayer de faire un placement après pour égaler le match. Et moi, je n'en revenais pas que les Bills marquent aussi rapidement. Puis c'est encore, par le passé, on a souvent mis des décisions douteuses de gestion de cadran de Sean McDermott. Là, c'est beau qu'on les Jaguars, ça ne t'a pas rattrapé parce que ta défense est nous sauver. Puis t'es chanceux parce que la AFC n'est pas extrêmement dominante. Là, tu t'en vas pour taper Denver la semaine prochaine. Denver, c'est une équipe que si tu fais une erreur, ils vont te la faire payer. C'est pas une excellente équipe. C'est une équipe qui capitalise sur les erreurs des autres équipes. C'est pas le genre d'erreur que tu peux te permettre de faire contre Denver la semaine prochaine. Il va falloir éviter ça. Ben, je sais pas, moi, pour ce qui est de Denver, je pense qu'il y a un appel qui attend. C'est celui de la fraude. Oh. Mio, une chance que je sais pas où c'est que tu restes, hein? Je sais dans quel quartier environ, mais je sais pas où c'est que tu restes. on va garder ça entre nous. Donc, effectivement, là, du côté des Bills, alors on continue ce chemin, mais mon Dieu qu'on a eu chaud, mais je vais faire mon victory lap. J'ai un autre victory lap qui s'en vient plus tard dans cette émission. Mon victory lap. L'expérience de cette équipe-là. C'est une équipe très, très, très sablée par le vécu et d'une équipe qui n'est plus là, dont je ne mentionnerai même pas le nom, parce qu'ils ne méritent même pas qu'on parle d'eux sur ce programme. Mais effectivement, les Bills de Buffalo qui passent à la prochaine ronde. Les gars, j'ai mentionné par contre, là, je vous donne un victory lap pour un autre mea culpa. J'y chevauche un petit peu depuis le début. T'es conséquent, j'aime ça. Ben oui, exact. Je vous avais mentionné comme quoi j'avais déjà le tweet préparé de 1 pour le match Rams-Panthers, comme quoi Panthers, merci d'avoir participé. Et en plus de ça, de la manière que le match était commencé, je vous avais écrit sur notre conversation de groupe. Les Panthers, voyez-vous en haut ou en bas d'un fameux over-under 12,5 points? Bon, vous m'avez dit over. Félix dit bon, ne sous-estimons pas. Bon, finalement, ils l'ont eu un peu plus tard, le 13e point ou le deuxième touché, peu importe comment ça s'était donné. Je suis comme, tu sais quoi? Ouais, peut-être qu'il y a du millage. Les gars, jamais je me suis attendu à ça. Puis la victoire était là. Tu avais juste besoin que la défensive fasse ses arrêts. Ben, autant que Bryce Young est un joueur incroyablement clutch, c'était juste retrouvé contre l'un des 2 à 3 seuls autres corps arrière dans cette ligue-là qui est plus clutch que toi. Mio, je vais te dire 2 choses. De 1, si je peux te rejoindre dans ton mouvement de mea culpa puis d'excuses puis tout ça, moi, j'avais mis Jacksonville gagnant de l'américaine pour le Super Bowl officiellement. Toi, ça change beaucoup, par contre. Un jour, j'avais callé Denver au début de la saison. Mais en rentrant en série, je voyais Jacksonville aller au Super Bowl. Je ne sais pas s'il avait gagné, mais c'était mon pick pour l'américaine d'aller au Super Bowl. Ceci étant dit, tu m'as posé la question pour Josh Allen. Je vous la repose à vous deux pour Matthew Stafford. Il y a combien de carrières dans la NFL autres que Matthew Stafford qui aurait pu finir ça? Ou du moins, combien d'autres corps de la NFL les Panthers auraient perdu ce match-là en fin de match? Considérant qu'il faut que tu assumes le facteur que Matthew Stafford s'est détruit la main sur un casque, qui a clairement affecté sa capacité à lancer le ballon. Il y a peut-être juste Josh Allen qui a une assez bonne tolérance à la douleur pour faire ça lui aussi. Puis encore là, j'ai des doutes parce que c'est ça que je parlais la semaine passée de ce match-là. Sean McVay contre censé coordinateur, censé assistant, c'est toujours un petit peu compliqué. Puis le premier match entre ces deux équipes-là, que les Panthers avaient gagné, on avait profité du fait que Matthew Stafford avait été erratique, il avait lancé des interceptions. Et surtout, on avait été vraiment clutch en 4e essai. On avait converti 3 énormes jeux pour les Panthers qui avaient fait de la différence au final. Là, quand tu regardes la ligne de stade de ce match-là, Matthew Stafford a une interception, mais on n'a pas 2-3 comme la dernière fois. Et surtout, les Panthers ont été 0-3 en 4e essai. Malgré tout ça, malgré tous les jeux qu'on avait réussi à faire des gros swings la première fois, les Panthers ont réussi à garder ça un match de 3 points. Ça a pris une séquence victorieuse de Matthew Stafford en fin de match pour sauver les Rams. Sérieusement, les Panthers,
sont difficiles à comprendre. J'ai de la misère à comprendre cette équipe-là. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je comprends Bryce Young, je comprends cette équipe-là, c'est tout le temps comme ouais, non, finalement, c'est que. Est-ce qu'on peut juste s'entendre, les Panthers, sur est-ce qu'on est une bonne équipe? Est-ce qu'on est une équipe ordinaire? Est-ce que j'aimerais juste ça que cette équipe-là aligne ses flûtes pour que j'arrête de m'arracher les cheveux à chaque semaine à essayer de comprendre c'est qui les Panthers. Quelle performance de Stafford et tout. Puis Puka qui a encore été le moteur de cette attaque-là. Davante Adams, le retour de Davante Adams a quand même fait du bien, surtout en fin de match. Puis, vas-y. Ça a failli être désastreux pour Puka Nacua parce que dois-je te rappeler, Félix Forget, oui. que malgré 64 verges et 5 réceptions au premier quart, ça a pris jusqu'au 4e pour pouvoir être positif parce que, entre-temps, tout le restant du match, Puka Nacua avait obtenu une réception de plus pour une verge de moins. Et comme de fait, c'est pendant cette période-là que l'attaque était au ralenti. Et aussi, ce qui aurait fait mal en tabarouette si les Rams devaient perdre ce match, mais c'est le ballon échappé en fin de deuxième quart. Les Rams n'ont pas été parfaits. C'est-tu moi ce que j'ai retenu plus, Mio? Non. Et ça, je sais en tant que tel que tu vas aimer ça. Mais Sean McVay qui va sur un 4e essai en début de match, ou c'est quoi, c'est en deuxième quart ou juste à la fin de la demi, au lieu de prendre le 3 points, ça a tellement donné du momentum. OK, non, c'est ça. C'était en fin de première demi. On avait eu le temps de marquer des points, puis on avait eu l'occasion de juste mettre les Panthers dans les câbles à 2 possessions d'écart avant de retraiter au vestiaire. Et au lieu de prendre le 3 points, tu essaies d'y aller, puis ça te revole d'en face. Ça, pour moi, ça aurait pu être une erreur qui aurait pu vraiment voler d'en face de Sean McVay. Va juste chercher les points, man. Va chercher. Hey, à la fin du match, là, le petit 3 points qui manque, là, hey, parlez-en à McManus, parlez-en à John Harbaugh, parlez-en à qui que ce soit durant la dernière semaine de football. Comment un petit botté. Hey, les botteurs, ils n'ont pas été fous là, dans la dernière semaine. Là. Veux-tu en parler à Ben Johnson qui a réussi à gagner un match avec cette philosophie-là du début à la fin? Ouais, mais attends. À ta défense, Félix, Ben Johnson part d'une équipe qui avait Dan Campbell comme entraîneur-chef. Pour moi, ça a fini par marcher. Ça a fini par marcher, c'est ça mon point. Ça finit par marcher, mais en première demi, par exemple, aller en 4e et 4 en plein milieu de deuxième quart à ta ligne de 40. Bon. Il y a terroriste, puis il y a ça. Je reviens juste aux Panthers, c'est parce qu'il y a un gars, je trouve qu'il faut qu'on parle de ce gars-là qui a vraiment émergé depuis quelques semaines, mais surtout hier. Jalen Coker, on a beaucoup parlé de Tetera McMillan comme receveur numéro 1, on l'a repêché un choix au repêchage et tout, mais Jalen Coker, qui avait démontré des belles choses dans le passé, qui a manqué quelques semaines en début de saison à cause d'une blessure, hier, là, Jalen Coker a été ciblé 12 fois, 9 attrapés pour 134 verges et un touché. Ce gars-là, tranquillement pas vite, sans dire que c'est ton vrai receveur numéro 1, parce que McMillan a encore plus le profil d'un vrai numéro 1 typique, mais Jalen Coker est peut-être l'un des secrets les mieux gardés de la NFL en ce moment, parce que les Panthers ont vraiment un sacré beau receveur en ce gars-là. Un gars qui n'a jamais été repêché, un gars qui a joué son football collégial à la Holy Cross, que personne ne connaissait vraiment au moment de ce repêchage-là, qui est vraiment en train d'émerger depuis quelques semaines comme une cible de confiance pour Bryce Young. Puis moi, c'est un gars que j'ai vraiment hâte de voir dans les prochaines années comment on va réussir à lui trouver un rôle. Parce que, tu sais, Bryce Young, on le sait, est un gars qui est limité. Mais si tu l'entoures bien, je pense que ça peut mieux passer. Puis oui, l'arrivée de Tetera McMillan lui a donné comme le vrai prototype receveur numéro 1, le gros bonhomme qui va gagner sur 1 contre 1. Mais Jalen Coker est peut-être un morceau important de la solution en Caroline. Là, on a perdu hier et tout. Puis honnêtement, je l'ai à considérer ça comme une défaite dans l'optique où tu as quand même été joué un match extrêmement sérieux contre une équipe qui est sur papier bien supérieure à la tienne. Mais Jalen Coker était un morceau important de ce plan de match-là en série et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir quel est le rôle qu'il a dans l'an prochain. Parce que je pense qu'il fait peut-être partie de la solution pour les Panthers l'an prochain. Je suis vraiment, vraiment curieux de voir comment on va gérer son cas. Vous savez quoi? Moi, ma petite trouvaille, ce que je retiens beaucoup, moi, chez les Panthers comme joueur, c'est un joueur du côté défensif du ballon. Mike Jackson. Et voilà. C'est seulement sa deuxième saison
où il est pas mal là, sur 100% des possessions défensives. Tu sais, on n'entendait pas beaucoup ce gars-là. Ce gars-là, il était second fiddle, dans le sens que c'était un joueur de rotation chez les Seahawks plutôt en carrière. Mike Jackson, c'est... Bon, il est à 29 ans, il est plus jeune, puis on sait qu'il y a une date d'expiration. Mais quelle trouvaille, ce gars-là! Wow! Meneur pour les passes déviées contre lui cette saison dans la NFL. Il y a une ou deux possessions qui l'ont montré contre Nakua, justement. Les gars, c'était, pour emprunter l'expression en anglais, c'était textbook. Oh non, t'apprends ça à Harvard, là. C'est Greg Olsen hier qui était à l'analyse de ce match-là pour Fox, d'ailleurs, qui était excellent, Greg Olsen. Je salue son travail. Là. Puis qui expliquait que, puis c'est vrai, Matthew Stafford, pendant ce match-là, a eu tellement de difficultés à réussir des passes à l'extérieur des numéros. Parce que d'un côté, tu as J.C. Horn qui a une saison incroyable en tant que demi-coin, qui est vraiment en train d'émerger comme l'un des meilleurs de la ligue. Et de l'autre, tu as Mike Jackson qui n'est pas nécessairement un nom aussi connu, pas un gars aussi dominant que J.C. Horn, mais qui est tellement efficace dans un rôle de numéro 2. Puis on l'a vu hier, a eu le match de sa vie. Fait que, si t'es les Panthers, puis tu sais que tu as ces deux pierres d'assises-là qui neutralisent au moins les côtés du terrain, là, après ça, gérer l'intérieur des numéros, c'est sûr qu'il y a encore de la job à faire, là, mais si au moins tu sais que tu as ces deux parties-là du terrain qui sont gérées par tes deux gars, que même Matthew Stafford et la puissante attaque des Rams n'ont pas été capables de générer de l'offensive en t'attaquant à l'extérieur des numéros, c'est beaucoup plus facile d'arriver comme plan de match pendant la saison morte et de dire, bon, OK, maintenant, ce qu'il faut, c'est des secondaires de qualité qui sont capables de couvrir la passe. C'est plus facile à dire qu'à trouver, évidemment. Là. Mais tu sais, au moins, tu n'as pas besoin de te concentrer sur tes demi-coins d'extérieur parce que ces gars-là, c'est des cases qui, j'ai envie de dire, sont cochées parce que ces deux gars-là performent puis c'est vraiment du très, très gros travail que ces deux gars-là ont fait. Et ça explique pourquoi les Panthers ont été dans ce match-là jusqu'à la toute fin. Dans tous les cas, ce qui va arriver, c'est que les Panthers rendront le sud de la nationale certainement plus intéressante. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec les Buccaneers l'année prochaine non plus. Est-ce qu'ils vont avoir le même genre de saison qu'ils ont eu cette année? Ce qui est sûr, c'est que les Panthers, on va pouvoir commencer à les considérer. Peu importe la fiche, que ça peut être un autre 8 et 9. On va commencer à les considérer peut-être comme champions de la division l'année prochaine. All right, boys, c'est fait pour ce match-là. Depuis, là, ça fait une demi-heure qu'on enregistre. On n'a même pas mentionné le plus évident. C'est quoi ça? Ben, les Steelers vont gagner? Non. Le Super Bowl? Non. On va avoir un nouveau... Mais on va avoir un nouveau champion du Super Bowl. Très vrai. Très vrai. Puis, vous savez quoi? Ils ont tellement mérité cette défaite-là, les Eagles. Je pense que tout le monde à l'extérieur de cette partie de la Pennsylvanie avait un parti pris, ou vous me diriez un parti contre les Eagles de Philadelphie. De la manière, bon, si on veut relancer le débat sur la manière que vous trouvez éthique ou pas de gagner un Super Bowl, de gagner quelques bons matchs en début de saison régulière. Vous savez quoi? De la manière que les Eagles ont été sloppy toute la saison, cette défaite-là était amplement méritée. Oui. Puis écoute, c'est drôle parce que les Eagles perdent dans un contexte où est-ce que ça a été le cas toute la saison. AJ Brown a fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Toute l'année, on a entendu des affaires de AJ Brown est malheureux, AJ Brown veut plus de ballons, AJ Brown veut AJ Brown blablabla. Ça a été que ça. De la semaine 1 à la semaine 18, ça a été AJ Brown Puis là, on arrive dans un match où AJ Brown n'a vraiment pas une grande performance et surtout échappe un ballon crucial en fin de match qui aurait pu permettre aux Eagles de progresser sur le terrain. Moi, tu sais quoi mon analyse de ce match-là? Mon analyse de ce match-là est assez simple. Est-ce que c'était le dernier match d'AJ Brown avec les Eagles? Moi, je pense que oui. Puis pour rajouter en plus l'insulte à l'injure par rapport à toute cette affaire-là, quelques secondes avant que justement AJ Brown échappe ce ballon-là, David Arsenault et Pierre Vercheval qui parlent durant la description RDS, qui justement parlent de cette situation-là de « Ah, mais là, tu sais, AJ Brown n'a pas eu beaucoup de ballons, puis tout ça, puis arrive, paf, échappe. »
C'était juste pour montrer. Mais en même temps, je peux comprendre l'angle de A.J. Brown, mais quand tu es un champion en titre du Super Bowl, quand ton porteur de ballon vedette a moins de 1200 verges au sol, après en avoir fait 2000 l'année précédente, et surtout, quand tu es une équipe qui fait en moyenne moins de 200 verges aériennes durant toute la saison, tu ne mérites pas de passer le Wildcard Weekend. Et c'est triste en plus pour les 49ers de San Francisco parce que il y a 2 semaines, on était ici, nos 3 ensemble, puis on était genre, hey, les 49ers pourraient vraiment se battre pour la division ouest de la nationale, qui est comme la meilleure division de la NFL, et qui pourrait être premier seed dans la nationale, se retrouve 2 semaines plus tard à être quoi, le 5e, 6e seed environ, ou du moins avoir aucun match à la maison en série, puis d'aller affronter probablement une des foules les plus déconcrissantes en celle des Eagles de Philadelphie. Et tu réussis à sortir un match de même après que déjà tu as 1 million de blessés et George Kittle qui a vu sa saison se terminer à cette affaire-là. Oh, Kyle Shanahan, Robert Saleh et tout leur personnel méritent un hostile morceau de robot pour cette victoire-là. Oui, en tant que fan d'une équipe qui cherche un coach en chef, là, mon intérêt pour Robert Saleh a quintuplé, je pense, aujourd'hui. Je ne l'ai déjà pas comme candidat, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, un cas pour illustrer ça. Eric Kendricks, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que ce gars-là est fini, OK? Aujourd'hui, Robert Saleh n'a pas vraiment eu le choix. C'était son partant linebacker. C'est pas mal le mieux qu'il avait. Man, il a presque joué comme prime Fred Warner. Sérieusement, c'est incroyable ce qu'on a réussi à sortir d'un groupe qui a rien. Man. Les ressources, les blessés n'arrêtent juste pas. On est incapable de générer de la pression sur la ligne défensive depuis que Nick Bosa est blessé. On n'a pas été capable de générer de la pression depuis le début de l'année. On ne crée pas de revirement. Et les 49ers, semaine après semaine, trouvent des gros stops défensifs parce que Robert Saleh a cette unité-là en train de jouer de l'énorme football. Et Fred Warner pourrait revenir la semaine prochaine. Ça, si Fred Warner revient, là, tu veux galvaniser une défense, là, ramène Fred Warner, qui est le capitaine, le cœur et l'âme de cette équipe-là, là, ramène-le comme partant. Les gars vont se donner à 300 000 %. Ça va être, tu sais, la blessure de Keto l'a fait mal, là, mais si Warner revient, ça va galvaniser cette équipe. J'aime tellement Fred Warner, c'est tellement tu sais, un capitaine d'une défensive, là. Oh, mon Dieu, tu sais, peu un gars comme Luke Kuechly l'était aussi, c'est le gars qui est capable de voir les jeux avant même qu'ils se déroulent. Man, on parle des blessés, puis ironiquement, Christian McCaffrey ne fait pas partie de cette liste, mais vous avez mentionné Nick Bosa. C'est quand même des gros noms quand même, hein? De Nick Bosa à George Kittle, qui lui est l'équivalent, c'est le moteur de cette attaque. Trent Williams, qui n'est pas là non plus. Il y a eu Brock Purdy durant la saison aussi. Comment se porte Brandon Ayuk? Lui, la tête et le cœur déjà à Washington, je te dirais. Avez-vous vu d'ailleurs le vidéo qui passe devant le stade des... J'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. J'ai posté une vidéo sur Snapchat qui passait devant Levi Stadium en voiture. Fait que 2 choses. En plus, il était sur son cell au volant. Mais les 49ers... Aussi, là, Ouais, exactement. C'est drôle, c'est Diana Rossini qui écrit sur les réseaux sociaux qui, en 2 temps, qui dit « Un employé des 49ers vient de rentrer dans le vestiaire avec ce qui s'apparente à une bouteille de tequila. Pouvez-vous deviner lequel de ces employés des 49ers ce pourrait être? » C'est pas le propriétaire qui est allé voir George Kittle avec... Non, je pense que c'est le propriétaire qui est allé voir George Kittle avec une bouteille de tequila pour le bien de Kittle. Exactement. C'était une belle bouteille de Patron qui avait été donnée. C'est la loge des Kittle qui l'avait demandé. Puis
Écoute, Kittle, ce qui est fâchant, le dernier point, là. Kittle, on parlait, c'est un tendon d'Achille déchiré, ça a été confirmé. Si tu veux, Ah on oui, parle oui, d'une absence de 10 à 12 mois, ça pourrait mettre toute sa saison l'an prochain. Sa saison 2026 pourrait être en péril. Veux pas, on commence à arriver dans un monde où est-ce que Kittle ne rejoue pas avant 2027, où il y aura alors 35 ans. Sans dire que cette blessure-là va peut-être mettre fin à sa carrière. C'est pas un scénario qui est complètement impossible non plus. Tu sais, un gars tellement athlétique et tout, qui, oui, a longtemps été blessé, mais ça va saper pas mal tout ce qui reste de son athlétisme. C'est un gars qui est un excellent bloqueur puis qui est tellement un gars important. On va y trouver un rôle quand même, là, mais peut-être que les jours de George Kittle comme vrai moteur de cette attaque-là, malheureusement, sont partis avec cette blessure-là. C'est dommage parce que c'est tellement un joueur incroyable à regarder, mais c'est vraiment, vraiment une possibilité. C'est ce que je vais dire, Félix, pour tout consoler ça? God bless que Kyle Juszczyk existe. Ça, c'est un Mais non plus plus jeune, par exemple. Non, c'est ça, c'est vrai. Mais c'était pas mal. En fait, ma critique envers les 49ers en ce début de saison, les gars, je vais encore une fois vous demander de revenir en arrière, mais j'ai dit, c'est la dernière année que j'accorde de l'importance aux 49ers. Le groupe qui prend en âge, tout le monde tombe. Tu sais, même des gars comme Trent Williams, c'est pas jeune, là. C'est la dernière que j'accorde aux 49ers. Oh, oui, le temps passe vite. Hein? J'ai l'impression que ça sort d'hier, son histoire avec la maladie et dans le temps, l'ancienne équipe, l'ancien nom de l'équipe de Washington. Non, pour vrai, c'est fun à voir. C'est aussi en même temps là, les différences avec les équipes qui sont bien coachées. Les 49ers sont extrêmement bien coachés. Puis Shanahan devait tellement se frotter les mains quand Robert Saleh est redevenu disponible. J'ai posé d'ailleurs cette question-là sur nos réseaux sociaux, mais un gars comme Robert Saleh, pour vrai, s'attend-tu d'aller genre essayer de rediriger une équipe misérable? T'sais, on a vu ce qui est arrivé avec les Jets. Le lendemain matin, le téléphone a sonné puis il est retourné chez les 49ers. Là. Il était tellement bien dans ce rôle-là. Ma dernière question avant qu'on passe à autre chose, les gars, mais Robert Saleh, pensez-vous qu'il veut juste chiller aux 49ers avec cette belle job-là ou aller chercher un autre job d'entraîneur-chef? Écoute, c'est sûr que ça dépend qu'est-ce que tu as comme salaire. Là. Au début de l'année, on pensait que Myles Garrett était parti, puis finalement, Myles Garrett a donné un vote de confiance complète au futur de cette équipe-là à coût de 40 millions de beaux douleurs. Mais pour le reste, on pourrait voir un peu. Puis, il faut dire aussi qu'il n'y a pas juste des équipes misérables qui cherchent un coach en ce moment. Tu sais, Baltimore... je pense pas que le fit serait le bon avec les Ravens, mais si Robert Saleh fait son téléphone après, si, mettons, dans un scénario optimiste, les 49ers gagnent le Super Bowl, mettons, on dit, hey, coacher Lamar Jackson avec Derrick Henry, puis rebooster notre défensive comme les beaux jours d'il y a 2 ans, t'embarques-tu? Pas mal sûr qu'il va dire oui, là. Félix, tu moi, dis... ce qui m'intéresse de Robert Saleh, c'est que je sais que c'est un de ses meilleurs amis dans le monde de la NFL, c'est Mike McDaniel, qui a perdu son poste d'entraîneur-chef avec les Dolphins. Je pense que si tu dis à Robert Saleh, voici une opportunité de coach en chef, on te laisse amener ton coordinateur offensif que tu veux, tu peux amener Mike McDaniel si tu veux. Je pense que là, soudainement, ça devient une job vraiment intéressante pour lui et ça devient un duo extrêmement intéressant pour n'importe quelle équipe. D'avoir Robert Saleh comme coach en chef, c'est extrêmement intéressant comme ça. Mike Medaniel en attaque. Mike Medaniel en attaque, là. Ça va être. Probablement Mike Medaniel, c'est pas John Harbaugh, ça va être lui qui va avoir le plus gros chèque cet hiver. Là. Comme coordinateur offensif, définitivement. For sure. Donc, voici ce qu'il y en est, les gars, pour ce qui est des saisons. Malheureusement, ça fait chier un peu de parler des Steelers. Mais les Steelers qui joueront là en ce lundi soir contre les Texans, j'ai bien hâte qu'on y revienne. Mais ça fait quand même en sorte que 3 des 4 affrontements de la fin de semaine prochaine sont setés dans le béton. Oui, setés dans le béton, les gars, dans le ciment. Alors, on aura encore une fois un affrontement de l'ouest de la nationale entre les 49ers et les Seahawks, ce qui devrait être, on utilise encore l'expression, du cinéma. C'est rien de moins. Les gars, ce match-là devrait nourrir des familles.
Ah oui, oui Non? définitivement. Puis, écoute, tu veux que je me mouille comme une prédiction? J'imagine que c'est ta prochaine question, ma prédiction pour ce match-là. Tu me connais Seattle. bien. Seattle va gagner. J'aime beaucoup San Francisco, belle histoire et tout, mais Seattle a battu une équipe de San Francisco qui était relativement à pleine puissance à la semaine 18. Et je pense que Seattle, qui vient d'avoir une semaine de congé, va profiter du fait que les 49ers sont blessés. Même si Fred Warner va revenir, ça va galvaniser. Je pense que perdre George Kittle, ça va faire mal. Même si on a la mentalité le prochain va remplacer celui qui vient de se blesser. Là, je pense qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire, surtout contre une défense de Seattle qui est étouffante pour les équipes adverses. La ligne défensive des Seahawks, man. La ligne défensive des Seahawks, il y a 2 semaines, qui a complètement mangé les 49ers à eux tout seuls. Puis, tu sais, on dit Trent Williams qui sera pas là aussi la semaine prochaine. Il va être là, il joue aujourd'hui. Il va jouer. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai manqué ça, c'est vrai. Mais il n'a pas joué le premier match entre les deux équipes. Ouais, c'est ça, il n'a pas joué. Mais ça va faire mal. De ce côté-là, quand même. L'autre aussi, j'ai peut-être déjà un peu mentionné ma pensée de ce côté-là, mais les Bills qui joueront à Denver contre les Broncos. Et j'ai pas envie d'entendre dans vos arguments l'altitude. C'est fini. Je veux plus l'entendre, cet argument-là. Même si apparemment, c'est vraiment un truc. Je veux plus l'entendre, celle-là. On veut parler de ce qu'il y a sur le terrain. Bills, Broncos, les gars. Où est-ce que ça s'en va de ce côté-là pour vous? Ça, pour moi, là, j'espérais tellement que les Chargers gagnent aujourd'hui pour éviter d'avoir les Bills et les Broncos, parce que là, ça va me déchirer la semaine prochaine. Il va y avoir une des deux équipes qui va perdre, puis là, je suis comme « Ah, ça ne me tente pas. » Mais, ça va dépendre si les Broncos sont capables de conclure. C'est ça un peu qui fait en sorte que Denver est autant considéré frauduleux, entre guillemets. Puis, entre guillemets, le téléphone est là. Là, le téléphone n'est pas loin, là. Mais cette attaque-là est capable de produire. C'est juste qu'elle a de la misère à convertir ça en points. Mais en même temps, Denver sans J.K. Dobbins, ce n'est pas la même chose pour le jeu au sol. Ce qui, encore une fois, pourrait être un bon match-up pour les Bills, comme ça a été le cas avec Jacksonville. Fait que il y a une partie de moi qui dit Buffalo va aller chercher ça. Je pense que c'est le bon call. Tu sais quoi, Pop? On peut être d'accord, finalement. Oui. On peut être d'accord. Félix, dans cette NFL-là, je vais utiliser le même argument qu'on a utilisé tantôt. Il y a quand même 3 certitudes dans la vie, dans la NFL. C'est la mort, c'est les taxes. Josh Allen en séries éliminatoires. Et tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai dit la même chose aussi. Jeune équipe, pas vraiment d'expérience. Oui, le match de l'année passée pour ce que ça vaut en wildcard. Jeune équipe inexpérimentée qui s'en vient contre la machine des Bills ou de Josh Allen. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça me fait tellement chier parce que j'étais sûr que les deux vous alliez laisser Broncos, fait que j'avais mon hot take de les Bills vont gagner. Ça me fait vraiment chier. Pour vrai. OK, t'en vas avec nous autres. OK, fait que tout le monde est dans le même bateau, là. À l'unanimité. Félix, on connaît notre football. L'an passé, tu parles du match de wildcard de l'année passée. C'était contre qui que les Broncos ont joué l'année passée, Mio? Puis c'était contre Buffalo. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Denver a mangé une volée l'année passée contre Buffalo. 31-7. C'était à Buffalo. C'est une différence quand même. Puis les Broncos de l'an passé ne sont pas les Broncos de cette année. Les Bills de l'an passé ne sont pas les Bills de cette année. Mais je pense quand même que les Bills vont gagner ça de manière plutôt convaincante. 2 possessions. Les Bills par 2 possessions. Oh, OK. Avez-vous vu d'ailleurs Ellie Steinfeld qui était aux Golden Globes ce soir? On a eu un bon aperçu du bedon. C'est avancé, cette petite affaire-là. Emilio Costanza, est-ce que tu es en train de me demander, moi, un white millennial man, de me dire qu'est-ce que tu écoutes ce soir? Le football pendant 7 heures de temps ou les Golden Globes pour voir Ellie Steinfeld enceinte? Est-ce que tu es en train vraiment de me poser la question? C'est l'équipe des médias sociaux de la NFL qui a publié le bedon d'Ellie Steinfeld sur ses réseaux. Alors, les gens... non. Et la description lit « Quelle journée de fou pour les Steinfeld,
Allen. Est-ce qu'on sait si c'est un gars ou une fille? Je t'avoue que Une fille, je crois. Je crois que c'est une fille. Mais je pense que je me mélange avec Nick Suzuki. Comment tu te trompes avec Suzuki? Mais je sais que Suzuki, c'est une fille. Peut-être que c'est ça qui fait en sorte que je me mélange avec les deux. Mais... Les gars, je peux pas. Nick Suzuki is a girl, but I just can't prove it. Les gars, je peux pas vivre avec moi-même le restant de cet épisode sans avoir la réponse. Alors, on va. C'est pas encore annoncé publiquement. Ouais, mais ça, non, j'avais pas. Je sais au moins une chose. En tout cas, moi, je sais au moins une chose, c'est que si toi, t'es pas au courant parce que ta blonde te l'a pas dit, ça peut être Hey! non. Moi, je connais pas beaucoup ta chérie, mais je sais une chose, c'est que ta chérie est très investie dans la relation de Josh Allen et Hailee Steinfeld. Fait que si toi, tu le sais pas parce que ta blonde te l'a pas dit, c'est que ça n'a pas été annoncé publiquement. Je pense que je suis plus qu'elle. Ah ouais! Ouais. Faites avoir par ça, hein? You know card! Damn! Ouais. Moi du patinage de célébrité, j'aime-tu pas assez ça, moi, ces affaires-là. OK. On se fait un petit 2 minutes patinage célébrité. Ton potin préféré ces temps-ci, c'est quoi? À part Hailee Steinfeld et son bâton, mettons. Les sénateurs d'Ottawa. Fair enough. Okay, c'était pas je m'attendais à plus de la culture artistique populaire, mais j'aime amplement cette réponse-là. Les sénateurs d'Ottawa, parce que les gars, c'est une excellente passe sur. C'est comme une passe sur la palette que tu fais en zone neutre. En fait, OK, voici Pop, OK, t'es en zone neutre. T'as la POC sur le revers, puis Chris, faut que tu sortes de là. T'sais, faut que tu sortes de là, puis Asti. Tu dois sortir de là. En fait, Mio, je vais garder sur le même thème, OK? Je sais pas, tu iras voir sur YouTube, OK? Mais pour moi, la plus belle passe de l'histoire du hockey, c'est en série 2017, Erik Karlsson qui fait une passe de derrière son net, une passe soulevée sur la palette de Mike Hoffman qui est l'autre bord, à la ligne bleue de l'autre équipe pour l'envoyer en breakaway. Puis il score sur un but à la Peter Forsberg en série contre Boston. Ça, là, pour moi, c'est encore un des plus gros buts de l'histoire de l'humanité. On s'excuse à tous les gens qui nous écoutent qui avaient revu un petit job scare de Mike Hoffman aujourd'hui. Je sais que ça a été un joueur traumatique à Montréal. On s'excuse. Vraiment désolé, on va mettre un trauma avertissement avant. Puis tout est dans tout. Parce que Erik Karlsson et Mike Hoffman, c'est vraiment deux meilleurs amis aujourd'hui. Et ils sont tellement interreliés par ce qu'on jase. Mais tu sais, t'es un partisan des sénateurs. T'es comme, hey, Michael Lowry est là. C'est le gars qui va tout réparer ça. Man, on sort du Ubergate. On sort de l'histoire de Mike Hoffman, d'Erik Karlsson et de femmes des joueurs. Tu sors... bon, c'est pas de grand-chose, mais tu sais, de l'épisode Bobby Ryan, tu sors de l'épisode de Pierre Dorion qui mentionne on a une équipe. Tu sors, entre-temps, tu as eu l'épisode de Shane Pinto et du Paris. Et tu te retombes dans une autre maudite controverse. Puis, je pense que, les gars, celle-là prend le gâteau parce que il y a vraiment un monde dans lequel ça n'avait pas lieu d'être. Il y a beaucoup de similarités. Rappelez-vous, l'année passée, 2 ans, de Connor Bedard et d'un autre légende des Canadiens de Montréal qui jouait chez les Blackhawks de Chicago, où d'une rumeur partie sur les réseaux sociaux avait vraiment fait un effet de fruit pie, mais pourtant, ça a pris une amplification qu'on s'en attendait pas. On a eu de quoi d'à peu près similaire. Un compte Twitter qui parle d'une raison pourquoi Linus Ullmark, le gardien de but, ne serait plus dans l'entourage de l'équipe. Mais c'est le fait que les sénateurs aient pris le temps de répondre publiquement à tout cela. Les gars, il s'en dit des affaires sur les internets. On s'entend là-dessus? J'ai entendu dire.
Je peux pas confirmer cette affirmation-là, mais j'ai entendu dire qu'il se dit bien des affaires sur Internet. Il s'en dit des affaires sur les internets vraies, mais comme surtout fausses. Souvent, c'est faux. Et pourtant, on accorde de l'importance, une grosse sortie. Là, tout d'un coup, tu viens tellement de mettre l'attention sur le dos. Les gars, à quel point est-ce que vous pensiez au fait que Linus Ullmark n'était pas avec l'équipe en ce moment? Très peu. Très peu. Un petit peu quand même. Mais tu sais, t'es comme, Linus Ullmark n'est pas là. Ah, tu sais, ce serait le fun. Ah, peut-être une petite victoire de plus. Tu sais, on sait que ça va pas très bien, en plus, sur la glace pour les sénateurs. Ah, là, tu sors. Ce que vous avez vu est pas vrai. Je me suis jamais posé la question si c'était vrai ou pas, considérant que ça venait d'un compte de troll. Les gars, les sénateurs d'Ottawa sont aux prises avec une fois une autre controverse, alors que ça va mal sur la glace. Et comme à chaque fois, on se demande comment est-ce que tu t'en sors de cette histoire-là? En tout cas, je peux te dire de comment tu ne t'en sors pas, OK? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. D'un, on peut expliquer en contexte un peu le tweet en question. C'est que c'est un compte anonyme qui prétend que Linus Ullmark aurait causé de l'infidélité avec sa conjointe un peu et qui aurait snitch tous ses coéquipiers qui, eux autres, feraient pareil quand ils sont sur la route. Donc, apparemment, puis que ça aurait causé plusieurs séparations amoureuses au sein des sénateurs d'Ottawa. Et là, 2-3 heures plus tard, Steve Staios sort le communiqué. Est-ce que je peux vous rappeler aussi qu'est-ce qui s'est passé 2-3 heures après le communiqué en question? Les sénateurs se sont fait exploser 8-2 contre l'Avalanche du Colorado et ont signé probablement le plus grand fan de la série Heated Rivalries de la Ligue nationale en James Reimer pour l'aider. Tu sais, un cauchemar de PR. Pour vrai, c'est probablement le cauchemar PR le plus expéditif que j'ai vu. Mais on en a vu. D'Ottawa et dans le monde du hockey depuis un méchant bout. Pour vrai, tu pourrais mettre ça sur speedrun.com puis ça pourrait être haut dans le leaderboard. Hey, puis on en a vu des problèmes de relations publiques. Juste à Ottawa, oui. Ouais, juste à Ottawa. Juste à Ottawa. Félix, t'allais dire. Et la même soirée que Carter Hart s'est blessé, puis on en a presque pas parlé. T'imagines-tu n'importe quelle autre soirée, c'est front row partout, ça, là. Ah, mais écoute, sur TikTok, je l'ai vu. Je l'ai vu sur TikTok, puis je peux le dire, j'invite les gens à aller voir les commentaires. Les commentaires sont hilarants. Ouais, mais bref, je reviens au sénateur. Écoute, moi, ce que je trouve fou de cette histoire-là, c'est, tu sais, il y a une partie de moi qui comprend pourquoi Steve Staios, les sénateurs, ont décidé de faire une sortie publique par rapport à ça. Le problème avec ça, okay, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de ça, ou qui ont vu ça passer, ils n'ont pas porté attention plus que ça. Puis là, le fait que le communiqué revienne, soudainement, ça attire énormément d'attention là-dessus. Okay? Et surtout, quand tu fais ce communiqué-là, ce qui se passe, okay, c'est que là, soudainement, ça devient une vraie nouvelle d'actualité au sein de l'équipe. Pas la rumeur, le communiqué. Fait que ça fait en sorte que forcément, les journalistes vont en parler aux joueurs. Fait que, tu sais, tu te ramasses comme à t'auto-infliger les effets d'une rumeur qui, on aurait tout un petit peu oublié que ça existait 6 heures après. C'est... Je comprends pas. Puis Brady Tkachuk qui racontait aussi que tout ça, c'est de la boîte, puis tout, puis c'est rien, puis ça reste que, objectivement, puis c'est là qu'on voit l'importance de rendre des choses claires et tout, puis Linus Ullmark a quitté l'équipe pour des raisons personnelles, puis c'est en son droit et tout, mais le fait de garder un flou là-dessus fait en sorte que là, les rumeurs partent. La situation, objectivement, là, au-delà des rumeurs, la situation est bizarre. Parce que Linus Ullmark est encore un peu dans l'entourage de l'équipe. On le voit au match, on le voit à la patinoire. Il n'est pas avec l'équipe, mais il est encore dans l'entourage de l'équipe. Là, David Pagnotta qui rapporte que la relation serait endommagée au point où les sénateurs essaieraient de l'échanger. Elliot Friedman qui rapporte hier soir qu'on s'attend à revoir Ullmark cette saison. Toute cette situation-là est floue, et plus une situation est floue, plus les rumeurs, les spéculations vont faire boule de neige. Et encore une fois, je veux pas... Ullmark a le droit à sa vie privée et tout, puis on n'a pas d'affaire à savoir les raisons exactes pour ça. Sauf que en mettant
les projecteurs là-dessus, sur la rumeur et tout, c'est sûr que tu vas faire plus jaser que ça. Si tu t'adresses pas à cette rumeur-là, je comprends que tu as voulu protéger ton joueur, là, mais si tu t'adresses pas à cette rumeur-là, 6 heures après, on l'a tout oublié. Là. On pense tout que c'était une joke et on n'en parle pas. Mais là, par le fait que tu l'as adressé, forcément, le sujet entre dans l'actualité, puis c'est plus difficile de te détacher de ça. Moi, c'est ce que après avoir analysé la situation depuis jeudi soir, là, c'est pas mal l'analyse que j'en fais pour le moment. Est-ce que c'est vrai ou non? J'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais la façon dont le sénateur l'a géré, c'est plus à ce niveau-là que j'ai un problème de. Oui, tu as voulu défendre ton joueur, mais tu t'es un peu tiré dans le pied en le faisant, je trouve. C'est surtout ça le problème que j'ai avec tout ça. Puis surtout que tout le flou autour de Linus Ullmark, comme tu dis, le communiqué, la raison pourquoi il est parti, la raison pourquoi il est encore dans l'entourage de l'équipe, qu'on le voit encore à l'aréna, tout ça serait déjà moins pire si Linus Ullmark et les sénateurs en tant que tels n'arrêtaient pas d'en arracher sur la patinoire en même temps pour aucune raison valable. Je veux dire, tu as été le premier wildcard, puis pas de manière facile, mais quand même assez de manière autoritaire, tu as été le premier wildcard dans l'Est l'année passée. C'est quand même une équipe relativement jeune, avec des bons vétérans à la Claude Giroux. Tous les signes pointent vers une progression quelque part et pour aucune raison X, Y, Z. Linus Ullmark est probablement dans les top 5, si ce n'est pas top 3 des pires goalers de la Ligue nationale depuis le début de la saison. À 8,625 millions, c'est encore pire là-dessus. Et pourtant, Ottawa, avant toute cette controverse-là, se retrouve dernier dans l'Est. Dernier dans l'Atlantique. Pour aucune raison valable. J'ai parlé de ça avec... Fou. Je reviens aussi, juste 2 secondes. Pagnoda qui parle de rumeurs de transactions entourant Ullmark. OK? En ce moment-là, si tu es une équipe, OK? À quel point il faut que ta situation de gardien soit épouvantable, OK? Pour que tu te dises que, bon, un gardien qui, bon, a quand même un bon passé, mais une saison difficile. Première année d'un contrat de 4 ans à 8,25 millions par année. À la limite, mais là, en plus, il vient avec un cauchemar de relations publiques que les sénateurs ont un peu créé par eux-mêmes. Je veux dire, tu n'as aucune chance de refiler ça à personne. Il n'y a personne au monde entier. Même les Oilers d'Edmonton ne sont pas assez désespérés pour prendre ça. C'est là je vais en aller. Loin de ça avec une perche de 10 pieds, man. Je comprends pas. Tout est un bordel. On l'a échappé. On l'a vraiment échappé à Ottawa. C'est mon constat. On l'a complètement échappé. Ne sous-estime pas les Oilers d'Edmonton dans toute cette histoire, Félix Forget. Je pense que oui. Je pense pas qu'on a besoin d'autres affaires. Déjà, premièrement, peux-tu seulement le fitter en termes d'argent? 8,25, peux-tu seulement faire ça? Oui, ça c'est un gros problème. Hein? Au hockey, on n'a pas de taxes de luxe qui nous permettent d'aller au-dessus. Donc, tout ça. Alors, il y a du monde qui disent que c'est une mauvaise chose. Puis tout ça pour dire, les gars, que les sénateurs sont tellement de retour dans ces affaires-là. Et pour terminer là-dessus, ben écoutez, les sénateurs, on les mettait beaucoup comme pas mal nez à nez avec le Canadien, mais juste une petite affaire à l'avantage des sénateurs au niveau de leur reconstruction et par extension où on s'attendait à les retrouver cette année. Et la glissade a complètement explosé. Les gars, on parle de glissade. C'est mon dernier victory lap sur ce podcast, dis-je, habillé d'un quarter zip et d'une chemise cravate parce que je travaillais. Il y a quelques semaines de ça. Okay? On faisait un peu notre tour du tiers de la saison dans la LNH avec un bon échantillonnage qui s'en venait. Moi, je vous avais demandé l'exercice d'une équipe à la hausse et d'une équipe à la baisse. Mon équipe à la hausse, c'était les Islanders de New York. Et mon équipe à la baisse, c'était les Devils de New Jersey. On a eu droit à un match assez mémorable, tout dépendant que ce soit bon ou mauvais, dépend à qui vous demandez ça, entre les Devils et les Islanders. Dois-je rappeler aux les téléspectateurs, les auditeurs, en fait, à la maison qui écoutent ça,
vous rappeler que ça a terminé 9-0 pour les Islanders de New York. Les Devils qui l'ont complètement échappé. Et d'ailleurs, soit dit en passant, salutations à Anthony Duclair qui a eu un tour du chapeau dans ce match-là et 2 passes. Les gars, Après avoir les été Devils- qui se crash la game précédente, soit dit en passant. en plus, les Devils qui ont 2 victoires à leurs 10 derniers matchs. 2! Tu sais ce que je pense qui est le problème avec les Devils? Moi, je pense que c'est une explication pour les Devils. Les Devils, quand on a entendu parler que Quinn Hughes était dans les rumeurs de transaction, okay, tout le monde a fait, bon, clairement, il va finir au New Jersey, on le sait tout, il va aller rejoindre Jack, il va aller rejoindre Luke. Okay? Tout, c'est immédiatement le constat qu'il y aurait 95% de la planète hockey. Okay? Et là, ça a fait en sorte que tout le monde dans le vestiaire, à part Jack et Luke Hughes, disons, savait qu'il était soudainement une possibilité pour être échangé à Vancouver. Fait que là, soudainement, ça commence à créer des petits manques de confiance. Ça commence à créer des petites craques dans ton vestiaire et tout. Puis là, en plus de ça, tu vois Quinn Hughes qui est échangé, qui s'en va avec le Wild. Bon, tu te dis, OK, yeah, on a manqué notre coup, mais au moins tout le monde est ici, puis on n'a pas perdu personne. Sauf qu'à la place, ce qui se passe, c'est qu'on commence à... Il y a bien des informateurs qui se mettent à rapporter que les Devils voulaient faire cette transaction-là, mais c'est des gars qui avaient des clauses de non-mouvement, des clauses de non-échange. Ils ont prévalu de ces clauses-là. On n'a pas fait les transactions assez rapidement pour aller chercher Quinn Hughes. Fait que là, dans le vestiaire, OK, là, soudainement, là, dans les médias, publiquement, tu te ramasses à voir certains gars, en particulier Ondrej Palak et Dougie Hamilton. On reviendra à Dougie Hamilton par après. Tu commences à voir ces gars-là qui se font blâmer publiquement pour le fait que Quinn Hughes n'est pas arrivé. Et j'ai de la misère à voir comment ça n'a pas affecté le vestiaire. Ça fait en sorte que les gars sont un petit peu moins soudés tout d'un coup. Et là, Dougie Hamilton, parlant de lui, Jonathan Kovacevic, ou Kovachin, comme on l'a connu à Montréal, est revenu de blessure récemment. Et là, ça fait en sorte qu'on a une certaine congestion du côté droit chez les Devils avec Kovachkin, avec Simon Nemec et avec Brett Pesci. Donc, Dougie Hamilton se ramasse à être laissé de côté. Et Dougie Hamilton, clairement, est un bien meilleur défenseur qu'un 7e défenseur dans la LNH. Mais là, on commence soudainement à le laisser de côté pour ce qui est, sérieusement, là, clairement une tentative de l'inciter à laisser passer sa clause de non-mouvement pour qu'on puisse l'échanger ailleurs puis qu'on puisse aller chercher de la flexibilité. Puis, ça, tu penses que l'effet Quinn Hughes, ça commence à être un problème, là? Traiter un de tes meneurs comme ça, ou c'est pas beaucoup mieux, ça, il y a bien des gars qui se disent « Oh, c'est pas débile la façon qu'on gère ça quand on a un problème. » Fait que les gars se négocient des clauses de non-mouvement, des clauses de non-échange. Et là, quand on est rendu au point où les gars veulent juste que les clauses qu'ils ont négociées soient honorées, ben on les fait chier, puis on les blâme publiquement pour comme quoi on n'a pas eu Quinn Hughes à cause d'eux, puis on les crise dans les estrades pour les forcer à demander une transaction, puis accepter une transaction à une équipe qui n'est pas dans leur liste. Hey, ça, là, si tu veux vraiment t'assurer que tes joueurs achètent ton programme, là, prends toutes ces étapes-là, là, crisse-les au vidange, fais tout l'inverse. C'est épouvantable ce qu'on fait avec les Devils. C'est vraiment épouvantable. C'est 2 victoires en 10 matchs, sérieusement, aucune surprise. Aucune surprise. Quand tu regardes tout ce qui s'est Puis c'est drôle, hein? Je regarde ça de manière pas tant précise non plus, mais les ennuis des Devils, bon, OK, ils ont commencé quand Jack Hughes s'est ouvert la main dans un souper au resto. Ça, d'ailleurs, qui... Tu sais, on parlait de mystère tantôt, là, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'on laisse un flou. En tout cas, je fais juste dire ça ici. Mais depuis le 13 décembre, c'est-à-dire le lendemain de la transaction Quinn Hughes au Minnesota, les Devils sont 16e dans l'Ouest depuis ce moment-là, devant deux équipes de l'Ouest, soit Anaheim et Winnipeg. Et je veux juste vous demander d'ouvrir votre application de score ESPN, NHL et tout ça. Les Devils ont perdu ce soir. Regardez contre qui ils ont perdu. Les Jets de Winnipeg. Contre les Jets? Les Jets qui, d'ailleurs, avaient une séquence avec... Les Jets, qui d'ailleurs, petit fun fact, les Jets avaient une séquence de 17 matchs récemment où est-ce qu'ils ont été 2-15, qui est une pire fiche que les Jets de New York cette année. Fait que les Jets de New York n'ont pas été les pires Jets dans une séquence de 17 matchs cette année. Ce qui est quand même incroyable à dire de ce côté-là. Mais c'est pas juste, tu sais, toutes les récentes affaires un peu. Je sais pas si vous avez déjà été voir
Devil's Twitter ou Devil's Reddit et tout ça, mais Ils existent. Luke Hughes passe un mauvais quart d'heure au New Jersey. Là. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, mais Luke Hughes est en train de passer de peut-être le 3e membre du trio de frères le plus explosif de l'histoire de la Ligue nationale en carrément bust. Ça l'échappe du côté de Luke Hughes. Puis Simon Nemec, je m'excuse, mais rien ne justifie encore sa sélection au 2e rang après Juraj Slafkovský, là. Luke Hughes, c'est vraiment... C'est fascinant, cette saison, parce que il y a toujours eu comme ce doute-là de est-ce qu'il est vraiment si bon que ça, ou c'est juste parce que son nom fait en sorte qu'on le voit meilleur qu'il est. On lui a donné un gros contrat après une saison morte difficile. Puis, j'ai l'impression qu'en ce moment, on vit peut-être une situation à la Jeremy Swayman où le fait qu'il n'ait pas eu une saison morte régulière fait en sorte que son tempo est bizarre. Puis il y a comme du retard sur certains autres joueurs. Mais, man, ce gars-là a quand même réussi en un même match à marquer 2 fois dans son filet. Je veux bien là, que les deux, c'est des accidents un peu malencontreux. Là, mais 2 fois dans son filet dans un même match. C'est pour un gars que sa réputation en ville commençait déjà à être un petit peu chambranlante. C'est pas une façon exactement de réparer les ponts avec ta base de partisans. Puis, ça arrive aussi dans l'optique où est-ce que Lane Hutson, qui est un gars qu'on compare à Luke Hughes depuis des années, vient de signer son gros contrat en même temps que Luke Hughes et points par match. De son côté, Lane Hutson, Luke Hughes n'est pas du tout un point par match en ce moment. Si tu voulais vraiment le plus méritant, là, je sais que ça aurait été 4 droitiers, là, mais si tu voulais vraiment y aller au mérite, là, le gars qui aurait dû sauter son dos, c'est pas Doug Hamilton, c'est Luke Hughes. Luke Hughes, en ce moment, est le pire défenseur des Devils et c'est pas particulièrement proche. C'est vraiment en train de devenir un problème. Puis derrière, Jacob Markstrom, qui est aussi épouvantable. C'est pas Luke Hughes, c'est pas Jacob Markstrom, depuis qu'il a signé son contrat, c'est pathétique cette saison. Jake Allen est le seul qui a de garder la tête hors de l'eau pour cette équipe-là. Là. Mais, tu sais, c'est 2 gars en ce moment qui sont énormément ciblés. Puis Andrei Palat aussi, qui est ciblé notamment pour son contrat, mais aussi pour sa production sur la glace. C'est un peu le bordel avec les Devils. Les Devils, ça fait comme 3-4 ans qu'on a comme l'impression qu'ils vont enfin prendre le prochain step, puis ça arrive comme pas. Puis là, les fans sont comme vraiment en train de se taler de ça. Puis on a perdu confiance en Lindy Ruff, là, on est en train de perdre confiance en Sheldon Keefe. Est-ce qu'on va encore congédier l'entraîneur ou avant de réaliser que c'est peut-être juste la façon que l'équipe est construite, le problème? Je sais pas. J'ai jamais cru. Problème en ce moment. J'ai jamais cru. OK, bon. Ça, je peux vous dire. Jamais. Jamais cru. All right, boys, on parle justement, Doug Hamilton, de gros contrats, de valeur d'échange. Est-ce que vous avez déjà parlé de quelqu'un qui a peak à 23 ans, qui devrait faire 50 millions de dollars l'année prochaine et se fait salary dump, se fait domper son salaire à 27 ans? Écoute, jusqu'à la dernière phrase, j'aurais dit que tu me décrivais, mais ça, c'est une autre histoire. Les gens m'ont demandé, j'ai beaucoup d'amateurs de hockey qui m'ont demandé de donner un équivalent de la LNH pour l'échange de Trae Young aux Wizards de Washington. J'ai pas trouvé vraiment grand comparatif, mais je leur ai dit... Moi, j'en ai un. Luke Hughes dans 3 ans. Vous savez quoi? Moi, j'avais donné... Moi, j'avais donné Austin Matthews. Genre, disons qu'Austin Matthews se fait changer. Genre, ton gars qui a piqué à 22-23 ans, puis tu sais quoi, l'équipe, à chaque fois, bon, les Maple Leafs ont eu des meilleures saisons régulières que les Hawks d'Atlanta. On s'entend que les Hawks d'Atlanta... à peu près le même succès en série, par exemple. Hey, question quiz. Pouvez-vous me trouver les 9e et 10e places dans l'Est, dans la NBA en ce moment? Sans regarder, je peux te nommer que c'est soit les Hawks, soit le Heat ou soit les Bulls. Le Heat, les Bulls et les Hawks sont 8, 9 et 10. Chaque année. J'aime tellement Bref. Donc, ça... On s'entend, on dit ça chaque année, c'est que ça stagne en tabarouette du côté d'Atlanta et on s'attendait à ce que,
Trae Young soit le sauveur. Et finalement, et en plus, même avec l'éclosion de Jalen Johnson, on s'attendait à une grosse saison. Trae Young est blessé, ça va pas du côté d'Atlanta. Trae Young est comme, tu sais quoi, je veux un nouveau départ. Puis les Wizards disent, ben, parfait, Washington, ce sera. Mais là, on regarde vraiment les ramifications de cet échange-là, dans le sens que CJ McCollum et Corey Kispert, c'est un joueur en sortie de banc à 9 points par match. CJ McCollum, qui malgré le gars a 34, 35 ans, puis quand même peut donner une vingtaine de points par match, donc peut vraiment aller sur n'importe quelle équipe. Le gros affaire là-dedans, c'est que Trae Young s'est vraiment juste fait domper son salaire à Washington. Puis on parle de gars qui ne jouera plus un match. On ne s'attend pas à le voir jouer un seul match jusqu'à la fin de l'année, Trae Young. Ça en dit quand même long sur à quel point sa valeur était basse. Puis la raison pour laquelle on a fait cette transaction-là aussi à Atlanta, c'est notamment pour accommoder Trae Young, mais aussi pour éviter qu'il prenne son option de joueur de 50 millions. À Atlanta, on veut construire autour d'un nouveau noyau et l'émergence de Nickeil Alexander-Walker, les gens des Timberwolves, fait en sorte que soudainement, on peut commencer à envisager un avenir sans Trae Young, ce qui a sérieusement jamais été le cas depuis qu'il est arrivé à Atlanta. Là. C'est la première fois que tu peux regarder Atlanta et tu peux te dire, bon, peut-être que Trae Young n'a plus vraiment sa place à long terme ici. Je pense que c'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Je pense puis à Washington aussi, il va retrouver, je crois que c'est le président des opérations basketball là-bas, qui est un ancien des Hawks de l'époque de Trae Young, qui a d'ailleurs poussé pour... c'est pour ça que Trae Young voulait aller à Washington, qui était pas mal d'ailleurs la seule équipe qui avait de l'intérêt pour ce service. C'est tout ça. Hein? C'était pas mal juste Washington. C'est une équipe qui a de l'argent aussi pour le payer. Il n'y en a pas 1000, des équipes qui ont de l'argent dans NBA. Fait que, tu sais. Puis ben de la place à Trae Young pour faire n'importe quoi sur le terrain puis se contre-coller. Exact. Mais mine de rien, là, je veux dire, Washington, on commence à avoir un noyau qui a un petit peu d'allure. Ils sont jeunes. Écoute, croire en Washington, c'est toujours dangereux. Okay? Mais aussi, puis chapeau quand même aux Wizards là-dessus, on a passé de Bradley Beal, qui est un contrat qu'on ne pouvait pas rien faire avec. Puis à grand coup de transaction, là, une petite transaction, là, les affaires de tu passes d'un trombone à 1000$, là, en faisant plein de petits échanges, là, ben, on n'a pas eu 1000$ avec Trae Young, okay? Mais tranquillement, pas vite, en échangeant Bradley Beal, qui est devenu Chris Paul, qui est devenu Jordan Poole, et ainsi de suite, ben, on a fini par avoir Trae Young qui va profiter d'un nouveau départ. Puis on sait que Trae Young, un Trae Young en santé, un Trae Young au sommet en confiance et tout, c'est un gars qui peut être l'un des meilleurs meneurs de la NBA. On n'est pas sûr pour un Bradley Beal qui voulait partir, qui avait une clause de non-échange. On a des gars pour l'entourer aussi à Washington. On a un groupe qui commence à être intéressant. Sans dire que Washington va être la puissance de l'Est pour les 10 prochaines années, ça va être une équipe qui, tranquillement, pas vite, va commencer à faire du bruit. Puis, depuis le temps où est-ce qu'on était insignifiant à Washington, là, si on peut enfin avoir quelque chose de prometteur, tant mieux pour les fans et l'organisation. Je pense qu'on le mérite. Puis, tu sais, je pense qu'on a peut-être juste... Non, on ne risque pas grand-chose avec Trae Young. Dans le pays des cas, ça ne marche pas. Après un an, on dit ciao, bye, c'est fini là. Puis on s'est débarrassé de CJ McCollum, qui est un salaire qui ne fitait pas de toute façon. C'est tellement un pari à faible risque que je pense que c'est une occasion que tu fais. C'est une occasion sur laquelle tu sautes absolument si c'est Washington. Si ça ne marche pas, ben Trae Young ira joueur autonome à l'été 2027. Puis ça finira là, c'est pas plus compliqué que ça, mais tu as l'occasion d'aller chercher un des 10-15 meilleurs joueurs quand il est au sommet de sa confiance, là, un des 10-15 meilleurs joueurs de la NBA pour littéralement rien. Saute là-dessus, puis regarde si tu es capable de sauver ça, puis d'en faire quelque chose de bien. Puis vous savez quoi, ils ont peut-être un petit peu de munitions ou devraient-je dire du capital pour la saison prochaine, considérant qu'on parle de gros contrats. Savez-vous quel autre contrat en ce moment est sur les livres des Wizards? Il paye-tu encore? Non, il en paye encore un. Il y en a un qui paye que ça n'a pas de bon sens qui le paye encore. J'ai oublié c'est qui, mais il y en a un qui n'a pas de bon sens. Chris Middleton. Ouais, c'est... Chris Middleton, qui a été échangé en plein contrat qui avait signé avec les Bucks, fait 33 millions de dollars cette saison. C'est incroyable. C'est la dernière année ou il y a encore une autre année après? C'est sa dernière année, pas d'option, rien qui vient. Là. C'est ça. En fait, c'était son année d'option. OK, fair enough. Mais en même temps, tu regardes l'état-major des Hawks d'Atlanta puis tu te dis on aura échangé Luka Doncic pour ça. Ben, même à l'inverse, là, Anthony Davis, là.
Anthony Tu Davis. n'auras pas grand-chose de plus que ça. Là. Je veux dire, tu n'auras pas bien plus que ça. Dans les deux cas, le retour pour ces joueurs-là, ça a été terrible. Hey, c'était Atlanta, ça, de chercher Anthony Davis. Vous avez de l'argent? Moi, je suis catégorique là-dessus. Si tu es une équipe sensée, tu ne vas pas chercher Anthony Davis puisqu'il ne peut pas rester en santé. Et tu ne me feras pas à croire que. Puis c'est le même argument que j'ai eu une couple de mois, ça ne va pas en s'améliorant. Des genoux, ça ne se répare pas quand tu es rendu dans la mi-trentaine. Bro, est-ce que tu as vu sa dernière blessure cette semaine? Oh, Laquelle? Laquelle? Bro, tu suivais un gars, puis il a essayé de faire un bloc, puis c'est comme casser une main out of nowhere. Tu regardes la reprise, c'est genre, comment il s'est fait ça? Ça résume bien les 10 dernières années de la carrière d'Anthony Davis. D'ailleurs, Basketball Forever qui ont fait une liste de toutes les blessures d'Anthony Davis depuis qu'il est avec les Mavericks. L'abdomen, l'adducteur, je ne sais plus trop c'est quoi en français. L'adducteur. Ouais, c'est ça. Hein? L'œil, cuisse, le groin, talon d'Achille, pas rupturé, mais à l'Achille, la jambe, le mollet, et puis là, c'est des ligaments de sa main. C'est une blessure par mois, man. Ouais. Ça fait 11 mois qu'il est là, tu m'as nommé 10 blessures. Exact. OK, ça c'est juste les blessures depuis qu'il est avec les Mavs. Ouais. Ouais. Bro! C'est pour ça que moi, je dis si. Ah oui, c'est une par mois. Aucune équipe veut aller chercher. Non. Legit, je pensais que c'était genre. Tu me nommais genre toutes ces blessures en carrière. Là. Legit, là. Non. J'étais genre, bon, il manque des genoux ici et là, mais tu m'as dit l'argent. Fait OK, je comprends. OK, ça, c'était juste la liste avec les Mavs. Ouais. Oh! Ouais, tu vois. Fait que non. Pour répondre à ta question, Félix, non. Fair enough. Anyways. Les gars, on va défiler là-dessus, mais Pop, écoute, il y a eu beaucoup de football pour faire un petit peu oublier une nouvelle de baseball, mais ça va-tu? Je vais dire oui, en sachant de quoi que tu vas me parler. Mais honnêtement, là, on peut-tu prendre 2 secondes, OK? Venez pas me faire à croire que les Bears ont fait cette remontée-là juste parce qu'ils ont su qu'Alex Bregman s'en allait avec les Cubs de Chicago. C'est exactement à ce moment-là que la remontée a commencé. C'est à peu près au même moment. Jeff Passan a tweeté la nouvelle quasiment au même moment que les Bears de Chicago commençaient leur remontée contre les Packers. Moi, je fais juste dire... Les gens au Soldier Field... Les gens au Soldier Field ont commencé à s'emballer et à donner plus assez d'énergie, tu sais. Mais honnêtement, sur le coup, j'étais un peu trop concentré sur le football pour juste réagir là-dessus. Je vais vous dire, OK, est-ce que les Red Sox passent pour des tabarnaks de cave pour avoir échangé Rafael Devers et laissé Alex Bregman walk in free agency quelques mois plus tard? Absolument. Est-ce que je regarde le contrat qu'a eu Alex Bregman avec les Cubs de Chicago et je me suis dit, il n'y a aucune fucking chance que mon équipe de baseball donne un contrat de la sorte à Alex Bregman? Aussi, tout à fait, absolument, aucune chance que je donne un tel contrat de main. Fait, je suis vraiment 50-50 là-dessus. Sais-tu quoi? OK. Fine. S'il veut s'en aller avec les Cubs de Chicago, qui d'ailleurs court après Alex Bregman depuis peut-être même 2 ans là, qui court après Alex Bregman, puis ça ne s'est jamais concrétisé, c'est correct. De toute façon, rien ne me surprend plus avec l'état-major des Red Sox de Boston. Fait que, we move on. On va voir qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. Et moi, c'est drôle, l'affaire que je trouve le plus drôle là-dedans, au-dessus de moi qui me fait le plus sourire là-dessus, c'est que le draft 2015 de la MLB va avoir le tout premier et le deuxième choix dans la même équipe parce que Alex Bregman est sorti 2e de LSU
Et Dansby Swanson, qui est le joueur d'arrêt-court des Cubs de Chicago, a sorti 1 à ce repêchage-là. Bob, est-ce que tu sais pourquoi Alex Bregman porte le numéro 2 depuis le début de sa carrière? C'est-tu à cause de ça pour vrai? Pour se rappeler Ah, qu'il a ouais. olympique puis qu'il a J'avais fait pas quelque ça. chose du premier au total. Fait que là, le gars qui va être à sa gauche, puis à partir de maintenant, le gars qui va être à sa gauche, ben, c'est celui qui a été le premier choix avant lui. Arrête! Et qui est le meilleur ami de ouais. Félix Forget. Ouais. Non, D'ailleurs, là. ton mieux D'ailleurs, les là. deux de ce bord-là maintenant. Fait que... Non, mais les gars, moi des noms d'un sport souvent, là. Dansby Swanson, y a-tu pas un nom de joueur de baseball? Je te demanderais une petite faveur et d'aller googler les joueurs de baseball de à peu près 1890, début du 20e siècle. Mais pour le reste, j'avoue que Dansby Swanson, ça fait très, très joueur de baseball. Tu sais, c'est quoi le nom qui fait le plus baseball dans mon livre à moi? Ça fait trop. Vas-y. Madison Bumgarner, ça fait baseball. Oh, Ah, absolument. vrai, ça. Ça, c'est Absolument. le nom qui fait le plus baseball. Anyways, Ben, écoute, je peux pas m'éterniser là-dessus. me semble un middle linebacker au football, je le verrais juste un petit peu. Juste un petit peu. Mais j'avoue que c'est très, très... Surtout en plus quand tu connais le genre de personnage qu'est Madison Bumgarner en plus. Un joueur de baseball. C'est juste ça, un joueur de baseball. C'est pas de position. Un lanceur. joueur. Un lanceur. Ouais, Un lanceur. Ouais, exact. Anyways, donc Alex Bregman, les gars, son résumé quand même, là, on va se le rappeler 3 fois au match des étoiles, 2 séries mondiales avec les Astros pour ce que ça vaut. Un gars d'or avec un bâton d'argent et bon MVP de match des étoiles qui s'en va effectivement là, du côté de Chicago après avoir passé la presque totalité de sa carrière avec les Astros de Houston et a passé aux Red Sox la saison dernière. Alors, c'était un bon vieux one and done, tout ça pour avoir pique au match numéro 1 du wildcard contre les Yankees de New York. Ben, je dois t'avouer qu'au moins, Alex Bregman était un legit candidat pour avoir des votes au MVP avant sa blessure au tiers de l'année, qui a fait manquer quasiment 80 matchs, là, quasiment. Là. Mais, 2 mois après qu'il avait manqué ça. Ouais, à peu près. Mais le dude avait eu une solide début de saison. J'étais vraiment content et j'espérais vraiment. Tu sais, je voyais déjà Rafael Devers DH avec Alex Bregman long terme au 3e coussin, puis j'étais comme was better than us. Et après ça, il y a eu une série contre les Yankees et après ça, ben, on sait ce qui s'est passé. Dommage. Avant qu'on passe au devine le joueur, Pop, est-ce que ça te donne espoir dans le derby Bobichette? Honnêtement, là, je sais pas si j'ai espoir ou non, mais pour moi, c'est du très, très, très gros copium de se dire, hey, c'est quoi, on n'a plus Alex Bregman, on va aller chercher Bobichette. Ça, pour moi, c'est du fucking gros copium en ce moment. Pop. Mais je me dis que ça serait vraiment drôle que Alex Bregman s'en va avec les Cubs, mais que Kyle Tucker s'en vienne avec les Red Sox. Tu sais, on s'échange des joueurs avec les Cubs de Chicago. Ça serait vraiment drôle. La saison commence La saison commence dans 3 mois, puis t'es déjà à ce statut-là. Oh mon Dieu, puis ça... Si tu pouvais connaître Red Sox Twitter, tu trouverais que je suis extrêmement rationnel en ce moment. Regarde, tu sais quoi? Je préférerais pas. On a eu une conversation sur, d'ailleurs, des comptes d'équipes sportives qui sortent d'autres pays, genre... Timberwolves Brazil. Browns Iran. Browns Iran, le meilleur compte. Si vous ne connaissez pas le compte de Browns Iran, amusez-vous. Un fan des Browns qui habite en Iran, c'est glorieux. C'est glorieux. Si jamais vous vous demandez, il aimerait vraiment beaucoup de John Harbaugh comme coach des Browns. C'est tout ce que je vais dire. Mais de manière un peu plus colorée que ce que je dis. Ça a été fait lorsque les États-Unis sont allés répandre la démocratie dans le Moyen-Orient il y a 20 ans de ça. Anyways, les boys, avant qu'on devienne un podcast de géopolitique internationale, on va passer à Devine le joueur, où on est d'ailleurs un petit peu à saveur internationale. Alors, pour ce qui est de notre Devine le joueur cette semaine,
Bah, écoutez, on en avait un, là. On peut se gâter un petit peu avec un petit joueur, d'une équipe qu'on suit de très proche par-ci, par-là. Alors, celui qu'on avait pour vous aujourd'hui joue pour les Canadiens de Montréal, a 15 points en 2025-2026 et un tour du chapeau en carrière. Félix Forget, de qui parle-t-on? On parle de liberté, égalité, Texier. Alexandre Texier qui a marqué son premier tour du chapeau cette semaine et qui a marqué quand même 6 points en 26 heures. Chapeau, c'est quand même pas rien. Qui profite de sa promotion sur le premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caulfield qui fait de l'excellent travail depuis quelques matchs à ce niveau-là. Est-ce que c'est une solution à long terme? Je pense que c'est un peu comme Oliver Kapanen comme deuxième centre. Tu regardes ça, tu te dis pour sûr, mais pendant que la vague passe, tu le roules, puis tu sais, tout le jus que tu as attiré de cette expérience-là avant qu'il n'y en ait plus, puis quand ça ne fonctionnera plus, tu pourras essayer d'autres choses rendu là. Mais écoute, Alexandre Texier, on dit ça a été un début de carrière difficile, puis semble enfin être à sa place à Montréal, semble avoir trouvé une place où il est heureux de jouer. On va lui souhaiter que ça se poursuive ainsi, parce que c'est effectivement une belle révélation chez le Canadien jusqu'à maintenant. Un gars qui est arrivé après une résiliation de contrat, même pas un rachat, une résiliation de contrat avec les Blues. Il était malheureux là-bas, visiblement. Il voulait la chance de jouer un rôle régulier dans la LNH, a finalement pris le chemin de Montréal et en ce moment, sans dire qu'il est en train de se rendre indispensable, presque en train de se rendre indispensable. J'ai d'ailleurs appris que en France, un tour du chapeau, c'est un triplé. On utilise la terminologie du football, du soccer. Honnêtement, là, pour une nation qui dit le palais pour la rondelle et la crosse pour le bâton, je trouve que triplé pour désigner un tour de chapeau, c'est pas si pire que ça. Georges, triplé est un mot que j'ai définitivement dit ou écrit dans les dernières années. Effectivement. Puis, je vais juste dire, le plateau est en liesse. Le plateau va faire en sorte que le Québec va devenir un pays. Ouais! Donnez la citoyenneté québécoise à Alexandre Texier et faites renier. Ce n'est plus un cousin, c'est un de nos fils. Il dit des tirs en entrevue. Ce podcast est en train de devenir géopolitique. Non, mais genre, j'ai écouté l'entrevue qu'a faite Antoine Roussel avec Alexandre Texier. D'ailleurs, Antoine Roussel était tellement fier, comme ça se pouvait pas. Puis après ça, c'est deux Français avec quelque part entre l'accent québécois et encore l'accent français qui parle rempli de ti puis de là. C'est glorieux. C'est glorieux. D'ailleurs, cette entrevue-là figure entre les deux seuls Français de l'histoire de la Ligue nationale à faire un tour de chapeau dans la Ligue nationale. Voilà, on l'a. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment via la page Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, participer à l'émission telle qu'avec le Perron d'Église. Et puis sinon, écoutez, on est toujours sur Twitter, Instagram et TikTok pour tout le restant de notre bon contenu. Je vous rappelle que la revue de presse du Salon de Mio est disponible tous les jeudis matins. Alors, on va avoir une petite mise à jour de l'actualité sportive. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et une prochaine excellente fin de semaine de football. On se donne rendez-vous lundi prochain. Salut, bye!